bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le Tax Campus qui est organisé par Deloitte et Tage. Il s'agit de la 5e édition qui est organisée, et comme l'année dernière, malheureusement, eu égard au contexte sanitaire qui perdure, cette 5e édition sera également organisée sous forme de 3 webinars. Donc, le premier webinar auquel vous venez de vous connecter traite de l'initiative BEPS en Afrique, pilier 2. Le deuxième, qui se tiendra le jeudi 9 décembre, abordera le thème de la digitalisation de l'Afrique, avec une présentation à la fois des enjeux juridiques et des enjeux fiscaux. Enfin, le troisième webinar, qui se tiendra le mardi 14 décembre, concernera, lui, la mise en place de la ZLECA, de la zone de libre-échange continentale africaine. Au cours de ce webinaire, on fera un point de situation et un point des enjeux. Voilà. Pour animer ces thèmes, donc nos experts aborderont dans la première partie des webinars, comme l'année dernière, une présentation des sujets qui se rapportent à chacun de ces thèmes, en mêlant une présentation de la réglementation, un feedback d'expérience et de façon plus générale, présenteront leurs réflexions qui sont élaborées sur la base de ce qu'ils ont constaté en pratique sur le terrain. Et à la suite de ces présentations, suivra, dans une deuxième partie, une session de Q&A, de questions-réponses. Et donc, vous avez bien sûr la possibilité de poser des questions au fil du webinar. Pour cela, il suffit de vous rapporter aux indications qui sont mentionnées sur la plateforme. Voilà. Donc, sans plus tarder, l'initiative BEPS en Afrique, pilier 2. Alors, en guise d'introduction, peut-être un bref rappel pour évoquer l'initiative BEPS qui avait été lancée dans sa première phase et qui avait permis la mise en place de solutions pour lutter contre certains mécanismes dits d'optimisation fiscale, en structurant notamment le système des prix de transfert. Mais ci et là, des critiques, et notamment l'ICRIT, donc la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises, estimait que le BEPS de l'OCDE était insuffisant. Insuffisant notamment parce qu'il ne tenait pas suffisamment compte des défis posés par la numérisation de l'économie. Et ces critiques n'étaient pas que négatives, il y avait eu un certain nombre de solutions qui avaient été préconisées, notamment par exemple dans le rapport de l'ICRIT. L'ICRIT préconisait une approche qui consisterait à imposer les multinationales en tant qu'entreprise unique, en cessant de considérer chaque filiale comme indépendante. Et sur la base de cette préconisation, cette approche simple, qui est un peu fondée sur une formule, selon l'ICRIT, elle permettrait de s'assurer que les bénéfices globaux et les impôts associés puissent ensuite être répartis en fonction de facteurs objectifs, tels que les ventes, l'emploi, les ressources utilisées par l'entreprise dans chaque pays considéré, plutôt que là où se trouvent leurs différentes fonctions et où les multinationales ont tendance à revendiquer des droits de propriété intellectuelle. Surtout, par-delà, l'idée était que si les multinationales payent leurs impôts en tant qu'entreprise unifiée, l'intérêt de transférer les bénéfices disparaîtrait car leur revenu global serait consolidé. Et en retour, tous les pays obtiendraient des recettes fiscales du groupe multinational proportionnellement aux activités économiques réelles qui ont eu lieu dans chaque territoire, ce qui en soi n'est pas évident à déterminer. Dans le sillage de ces critiques, en octobre 2021, le cadre inclusif OCDE G20 a approuvé une solution qui repose sur 2 piliers pour relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie. Donc, ils ont pris en compte les différentes critiques qui avaient été adressées et, en outre, après des années de discussion, le G20 a approuvé également le principe d'un impôt minimum mondial sur les sociétés de 15%. C'est une actualité assez récente. Alors oui, effet d'annonce, bien sûr, mais qui a vocation à marquer le pas. Et la question se pose, par-delà ces initiatives, est-ce qu'elles constituent un tournant réel, notamment pour l'Afrique? Pour répondre à cette question et comprendre l'impact de cette orientation du BEPS 2 sur l'Afrique, nous aborderons successivement, dans un premier temps, les évolutions en matière de prix de transfert, qui sera présenté par Noël Faustin, Kwame et Grégoire Chasse. Dans un deuxième temps, Thomas Mugneret, associé au Gabon, interviendra dans son sillage pour nous présenter des pratiques anti-abus. Par la suite, Badara Niang, associé responsable de l'Afrique de l'Ouest, fera un point de situation pratique sur les MLI et les établissements stables. Monji Djelouli, senior manager en Tunisie, fera enfin, lui, un focus sur la digital tax.
et Jean Zanello, directeur dans l'équipe des prix de transfert de TAJ, accompagné de Jean Bernardini, qui est l'associé en charge du desk Afrique à Paris, présenteront de façon plus fouillée les incidences du pilier 2. Voilà le programme de ce webinaire. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole à Noël Faustin-Poimet et à Grégoire Chasse pour nous dresser un panorama des évolutions en matière de prix de transfert sur l'Afrique. Merci Yves. Merci à tous. Bonjour à tous. À titre liminaire, je voudrais simplement rappeler que les travaux BEPS sont avant tout une initiative du groupe des G20, du groupe des 20 pays les plus riches au monde, qui ont donné mandat en 2013 à l'OCDE d'élaborer un plan d'action vigoureux de lutte contre toutes les formes dommageables d'érosion de la base d'imposition des entreprises et du transfert des bénéfices à l'étranger suite aux déboires fiscaux rencontrés par des grands groupes dans le cas du GAFA ou même d'autres groupes internationaux. À l'évidence, les pays émergents et également les pays en développement n'étaient pas partie prenante au départ du projet, mais ont été par la suite, vers fin 2015, invités à la table des discussions afin de pouvoir prendre en compte leurs différentes préoccupations. Donc, force est donc de noter que les actions BEPS sont perçues comme une véritable opportunité pour ces pays-là qui, individuellement, éprouvaient déjà d'énormes difficultés pour lutter efficacement contre les stratégies de planification fiscale considérées comme étant agressives. Donc, cette aubaine pour les États émergents d'Afrique et d'ailleurs a conduit à modifier progressivement leur arsenal fiscal relativement aux mesures de lutte contre les transferts indirects de bénéfices vers l'étranger. Donc, on observe une tendance générale que la majorité de nos États ont adopté ce qu'on appelle le cadre inclusif de l'OCDE, dans le cas des actions BEPS, afin de prendre en compte les standards minimums qui doivent obligatoirement être mis en œuvre dans les domaines suivants. Le premier domaine concerne ce qu'on appelle l'action 5, qui porte sur la lutte contre les pratiques dommageables et l'échange spontané des renseignements qui concernent les décisions anticipées en matière fiscale. Le deuxième domaine concerne l'introduction des clauses anti-abus dans les conventions contre les doubles impositions, l'action 6. Le troisième domaine porte sur les déclarations pays par pays qui sont relatives, ces déclarations sont relatives à l'action 13. Et enfin, le dernier domaine, ce sont les mécanismes de règlement des différends qui sont prévus par l'action 14. Donc, lorsqu'on a fini de faire cette petite brève introduction, la question est de savoir en pratique comment cela se décline dans l'ensemble de nos géographies. Donc, je vais avoir le privilège de commencer par l'Afrique subsaharienne et Grégoire interviendra pour l'Afrique du Maghreb, l'Afrique du Nord. Donc, que ce soit le Togo, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Mali, le Bénin, le Sénégal, et même un peu plus bas vers l'Afrique centrale, l'observation que nous faisons, c'est que depuis les 4-5 dernières années, à partir de 2017, on note bien que les réglementations en matière de prix de transfert ont été déjà retoilettées, ont été mises en œuvre et renforcées de manière considérable lors de l'adoption des différentes lois de finances. Et dans le cas spécifique du Togo, on note que, contrairement à la majorité des pays qui prévoient dans le champ d'application des prix de transfert que les flux interco entre le pays de départ et le pays d'arrivée, donc on parle de flux internationaux. Au niveau du Togo, le champ d'application, ou disons plutôt le périmètre d'intervention, prend également les flux
intra-groupe, mais au niveau interne au Togo. Donc, vous voyez que c'est quand même une particularité vis-à-vis de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce n'est pas forcément le cas dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali. En Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin, ce qu'on peut dire, c'est que les législations se réfèrent au guide de l'OCDE, mais également au manuel pratique des Nations Unies. Autre observation qu'on a pu faire en pratique, c'est que ce sont les obligations documentaires et les déclarations en matière de prix transfert. La majorité ou la quasi-totalité de ces pays-là ont prévu des obligations documentaires et également des déclarations sur leur politique prix de transfert. Au niveau du Burkina, du Sénégal, peut-être la petite observation qui peut-être n'est pas remarquable dans les pays qu'on a déjà cités, c'est que, par exemple, si on prend le cas du Sénégal, le Sénégal, allé plus loin, a prévu des accords préalables en matière de prix de transfert, mais en pratique, ce n'est pas encore appliqué. Au niveau du Gabon, de la République démocratique du Congo et du Cameroun, également, c'est la même tendance, mais avec peut-être un prisme particulier pour les règles de sous-capitalisation, parce que les États considèrent que parfois les entreprises créent, en tout cas les grands groupes créent des entreprises avec un capital minimum et la plupart du cash intervient dans le cas des prêts, et donc ce qui permet de faire des déductions considérables. Et donc ces règles-là de sous-capitalisation permettent maintenant de lutter contre ces pratiques-là. Donc brièvement présenté, voici la tendance que nous observons sur l'Afrique subsaharienne. Donc je pourrais laisser la parole à Grégoire pour nous édifier sur la partie de l'Afrique du Nord. Je vous remercie. Merci Noël. Pour la partie Afrique du Nord, la tendance est la même, c'est-à-dire que le Maroc, la Tunisie principalement ont aussi rejoint le cadre inclusif sur le BEPS, dans le sens où ils étaient tout à fait concernés par les problématiques soulevées par le BEPS, qui vise à faire face et faire échec aux stratégies d'optimisation fiscale mises au point par certaines multinationales qui profitent en fait de l'absence d'harmonisation fiscale à l'échelle internationale pour transférer artificiellement des profits vers des États avec un taux d'IS faible, considérant que ces États émergents sont grandement tributaires de recettes provenant de l'imposition des multinationales implantées chez eux et que, évidemment, ils pâtissaient de cette situation et donc rejoindre le cadre inclusif BEPS était évidemment important et avec potentiellement des effets très positifs sur leurs recettes fiscales. Donc, le cadre inclusif prévoit un certain nombre de mesures, dont certaines qui sont immédiatement en vigueur, comme la révision sur les prix de transfert. D'autres nécessitent de modifier les conventions fiscales bilatérales pour éviter leur utilisation abusive, comme par exemple des stratégies pour éviter la création d'établissements stables. Ce qui a mené, pour exemple, je prends le Maroc, mais la Tunisie l'a fait aussi, à intégrer dans leur loi de finances récentes, 19, 20, 21, les dispositions, les recommandations BEPS concernant la réglementation en matière de prix de transfert et l'introduction corrélative de la déclaration pays par pays. Aujourd'hui, dans ces pays, il est clairement fondamental d'avoir une documentation pour les entreprises concernées, en tout cas d'avoir une documentation de prix de transfert conforme aux exigences légales et aux recommandations BEPS, parce que, c'est devenu une obligation légale potentiellement sujette à sanction, et surtout que c'est l'outil fondamental pour se défendre, ou en tout cas justifier ses prix en cas de contrôle fiscal. L'administration fiscale de ces pays est de plus en plus avertie et qualifiée sur ces sujets, et en ont fait leur nouveau cheval de bataille lors des contrôles. Récemment, il y a eu un contrôle fiscal d'un très grand groupe de l'agroalimentaire implanté au Maroc qui a subi un redressement pour
plus de 100 millions d'euros parce que l'administration a considéré que leur méthode de détermination de prix de transfert n'était pas adaptée, et donc ça a mené à un redressement de ce niveau-là. Donc, ce qui prouve bien que on ne peut pas aujourd'hui faire l'économie de documentation très précise, très claire et surtout en ligne avec toutes ces recommandations BEPS, sinon se mettre en risque en cas de contrôle. Donc, concernant le Maroc, aujourd'hui, les obligations documentaires, elles ont été très précisées. On veut vraiment cibler les entreprises concernées, ne plus mettre dans le même groupe des entreprises qui n'auraient pas vraiment besoin de documentation. Aujourd'hui, donc, les entreprises concernées, c'est celles qui réalisent réellement des transactions intra-groupes, donc des transactions transfrontalières. Donc, chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 50 millions de dirhams, équivalent de 4,5 millions d'euros, ou dont l'actif brut est aussi supérieur à 4,5 millions d'euros. Aujourd'hui, ces documentations de prix de transfert, dont le contenu était assez vague, sont maintenant très précisées en termes de contenu et de production. Elles doivent être produites sous format électronique quand l'administration fiscale le demande. Elles doivent être produites dans les 30 jours. Elles doivent contenir un fichier principal qui traite de la politique globale des prix de transfert, de la répartition des bénéfices, des activités à l'échelle mondiale, et un fichier local qui ne vise que l'entreprise du pays dans lequel, donc du Maroc ou de la Tunisie, qui lui doit contenir les informations spécifiques aux transactions que l'entreprise du pays réalise avec les sociétés affiliées. Donc, une fois que ces documentations sont préparées, on est dans l'obligation de les fournir à l'administration cas de contrôle dans les 30 jours, et si on ne le fait pas, et c'est ça la nouveauté, c'est ça qui pousse donc toutes les entreprises à se conformer à cette obligation, c'est que la non-production de cette documentation est aujourd'hui passible d'une amende égale à 0,5% du montant des transactions concernées. Donc aujourd'hui, en plus du risque de contrôle, dans le cadre du contrôle fiscal, de subir des redressements massifs, on s'expose à des sanctions qui peuvent très rapidement chiffrer si on ne produit pas cette documentation. Donc ça, c'est les nouveautés en termes d'obligations en matière de documentation de prix de transfert. De la même manière, le Maroc et la Tunisie ont transposé en droit interne le standard minimum de l'article 13, c'est-à-dire la déclaration pays par pays, qui est un outil aussi mentionné par BEPS pour détecter les risques d'érosion de la base fiscale dans les pays concernés. Donc, c'est une déclaration qui présente la répartition pays par pays des bénéfices du groupe, des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation de l'activité des entités concernées. Sans rentrer dans le détail des entités concernées, parce que c'est assez technique, globalement, c'est les groupes dont le seuil de chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 750 millions d'euros. Pour le Maroc, la première déclaration devra être déposée à compter du 1er janvier 2022, et on attend toujours le modèle de déclaration. Donc, voilà, de manière très synthétique, les avancées dans les pays. Alors, je n'ai pas parlé de l'Algérie, parce que l'Algérie n'a pas rejoint le cadre inclusif BEPS. Donc, voilà, les points abordés concernent principalement le Maroc et la Tunisie. Merci Grégoire, c'est très clair. J'ai une question, Noël, par rapport à tes développements de tout à l'heure. J'ai en tête que le 27 avril dernier, il y a eu une publication de la 3e édition du manuel pratique des prix de transfert en faveur des pays émergents. Quel est l'intérêt pratique en fait, de ce manuel pour les entreprises multinationales qui opèrent en Afrique, quand on a notamment en tête que celles-ci, elles ont quand même tendance à se référer aux principes applicables de l'OCDE? Tu peux nous éclairer sur ce point? Oui, merci encore une fois, Yves. Effectivement, pour les entreprises multinationales qui opèrent sur notre continent, le point d'attention ici, c'est que, en vérité, le guide de l'OCDE, c'est l'ouvrage de référence en matière de prix de transfert au niveau mondial, au niveau international. Par contre, les pays en développement, un peu sur le format de
des conventions fiscales, comme vous le voyez bien, au niveau des conventions fiscales, il y a deux modèles. Il y a le modèle OCDE, il y a le modèle des Nations Unies. Et donc, c'est le même principe qui va s'appliquer en matière de prix de transfert. Étant donné que les pays en développement ou les pays émergents ne sont pas considérés comme des pays développés, et donc ces pays-là, à un moment donné, se sont mis autour d'une même table pour pouvoir élaborer un manuel beaucoup plus pratique qui permet de résoudre des problématiques plus spécifiques à ces territoires-là. Et donc, pour ce qui concerne le dernier manuel qui a été produit, ce manuel rappelle d'ailleurs que la référence, la boussole, c'est bien le dit de l'OCDE, mais la particularité de ce manuel, c'est que ce manuel va prévoir quelques modèles de législation sur des pays émergents ou des pays en développement qui sont quand même plus avancés que les autres, notamment les législations du Brésil, de la Chine, de l'Inde, du Mexique, de l'Afrique du Sud et du Kenya. Donc, ce sont des modèles de législation en matière de prix de transfert qui sont présentés avec beaucoup plus de détails dans ce manuel pour pouvoir servir d'exemple pour les pays, les autres pays. Et donc, pour les groupes qui opèrent sur les nos territoires, c'est vrai qu'à l'occasion de vos documentations prix de transfert, il faut faire extrêmement attention parce que nous, de notre position, on reçoit souvent des documentations qui sont plutôt orientées sur la base de guide de l'OCDE et donc ça ne prend pas en compte les spécificités. Or, ces spécificités-là, c'est celles qui sont regardées par les administrations fiscales locales. Et donc, par exemple, on sait bien que l'une des particularités de nos zones, c'est que nous n'avons pas de bons comparables. D'ailleurs, on n'en a quasiment pas. Et donc, dans ce manuel, on explique, étant donné qu'il n'y a pas de comparable, quelles sont les voies et moyens pour pouvoir élaborer une bonne documentation de prix de transfert. Donc, ce sont des points d'attention qui nécessitent que lorsque les documentations sont élaborées au niveau de vos sièges à l'international, au niveau local, il faudrait faire revoir ces documentations ou même demander aux conseils qui sont implantés dans nos zones pour pouvoir vous accompagner dans l'élaboration de votre politique prix de transfert. Je vous remercie. Nous qui te remercions, Noël. Merci beaucoup. Alors, à côté des prix de transfert, donc, les États africains ont également mis en place un certain nombre de pratiques anti-abus qui étaient fondées initialement, je crois, sur la notion de l'abus de droit et qui ont par la suite évolué avec l'adoption de dispositions nouvelles. Thomas, est-ce que tu peux nous faire un point sur ce développement des pratiques anti-abus en Afrique? Bien sûr, Yves. Bonjour à tous. Alors, en effet, comme Yves le présentait en introduction, eh bien, on a en général dans les juridictions africaines une lecture qui doit se faire à un double niveau sur la problématique des dispositifs anti-abus en droit interne. Tout d'abord, on va souvent trouver une clause générale dans le Code général des impôts qui va porter sur la pratique de l'abus de droit, donc notion civiliste qui se décline dans notre cas sur les problématiques fiscales, et qui va en général eh bien, avoir une rédaction qui peut différer d'un pays à l'autre, mais qui va cependant avoir des caractéristiques communes. Notamment, on va retrouver des termes qui introduisent la logique de la dissimulation d'un transfert de bénéfices, d'un profit. On va aussi avoir les termes de remise en cause de l'opération, de redonner à une opération particulière eh bien, sa véritable nature, et donc une autorisation pour l'administration de procéder de la sorte. Donc, on va avoir une lecture qui doit se faire à double niveau lorsque l'on se pose la question des éventuelles dispositions. D'abord, regarder le cadre général de l'abus de droit et puis ensuite rentrer dans le détail de dispositions plus particulières que le législateur a identifiées sur la base de certaines pratiques afin de limiter eh bien, certaines approches qu'il peut considérer comme étant spécifiquement abusives. Donc, le premier niveau de lecture, c'est toujours de regarder l'existence dans la législation du pays en question d'une disposition générale relative à l'abus de droit, de voir de quelle manière elle est interprétée et quelles conséquences elle amène. On peut citer, par exemple, dans ce type de pratique qui a pu être considérée comme abusive, eh bien, par exemple, le fait de procéder plutôt qu'à une cession de créance, à une novation. Donc, on est sur des notions qui sont assez proches dans la pratique, dans la façon dont elles se réalisent, les conséquences qu'elles ont, mais souvent avec une nature juridique de l'opération qui est très différente. On a aussi à l'échelle plus internationale, souvent dans la pratique avec les pays anglo-saxons, on va avoir des logiques de contrats dérivés qui permettent de donner
à une société la qualité d'actionnaire sans qu'il y ait nécessairement un transfert de titres qui s'opère et un transfert de propriété. Donc, dans ce cadre-là, on va retrouver un certain nombre d'approches qui peuvent être mises en place, qui sont élaborées et qui vont ne pas rentrer exactement dans le cadre des dispositions législatives, par exemple sur les droits d'enregistrement sur des cessions de titres, sur des cessions de créances, mais qui entraînent en pratique l'ensemble des conséquences que cette opération-là engendrerait si jamais elle était faite de la manière la plus directe. Donc, ce type de disposition anti-abus, ça donne la possibilité à l'administration fiscale de requalifier l'opération, de lui redonner sa véritable nature et de déduire toutes les conséquences fiscales de l'opération qui aurait dû être réalisée à partir du moment où elle considère que ce qui est fait, l'habillage de l'opération, il a un but essentiellement fiscal et donc il a pour but d'éluder l'impôt plutôt que de se placer dans un cadre différenciant. Donc là, tout le travail à ce niveau-là, c'est de comprendre la nature exacte de l'opération, de vérifier si, au-delà des problématiques fiscales, il y a d'autres aspects de l'opération qui justifient de procéder d'une manière différenciée. Et puis surtout, ne pas hésiter non plus à contacter l'administration fiscale sur ce genre de questions, souvent sur une base anonyme, mais on a la plupart des pays qui ont développé des logiques de rescrit. Donc, ça permet de présenter une situation à l'administration sur un point de droit qui n'a pas forcément fait l'objet d'un commentaire dans le cadre d'une instruction ou qui n'a pas non plus fait l'objet d'une décision jurisprudentielle. Ça permet d'aller vérifier auprès de l'administration quelle est sa position et si elle considère effectivement qu'on est dans des opérations disjointes ou si finalement, elle va considérer que les conséquences finales étant les mêmes dans une certaine limite, finalement, la disposition fiscale qui s'appliquera à l'une s'applique également à l'autre. Donc ça, c'est le cadre général des dispositifs anti-abus dans la logique de l'abus de droit qui doit toujours être vérifié. Et ensuite, on a aussi un certain nombre de dispositions plus particulières sur la base de pratiques identifiées par le législateur et qu'il a entendu limiter. Donc, on va trouver dans ce cadre-là des dispositions qui portent sur les relations de la société locale avec ses actionnaires, avec des sociétés liées, et puis plus généralement avec des sociétés qui se situent dans des pays à fiscalité privilégiée. Donc, on pourra citer pour le premier cas les relations avec les actionnaires, certaines dispositions qui vont limiter la possibilité de déduire des charges locatives. Donc, à partir du moment où l'actionnaire a plus d'un certain niveau de détention du capital de la société qui comptabilise la charge locative, on va trouver certaines juridictions comme le Gabon qui vont avoir une disposition qui va limiter ou totalement interdire la possibilité pour certaines locations de déduire la charge correspondante. C'est notamment, ça fait notamment réponse à un certain nombre de pratiques qui existent dans le secteur pétrolier où on avait souvent par exemple des matériels mobiliers type rig ou autres qui appartenaient à des sociétés qui se situent dans des pays à fiscalité privilégiée, qui étaient mis à disposition sous forme de location aux entreprises locales et qui donc dans ce cadre-là conduisait à ce que la charge en question ne puisse pas être déduite pour éviter des transferts indus de bénéfices vers des pays où ils ne seraient pas imposés. On a aussi sur les circuits de financement beaucoup de dispositions de cette nature où on va avoir des limitations soit sur le taux d'intérêt, soit sur le montant de l'endettement en regard du capital social. Donc, on retrouve les points qu'évoquait tout à l'heure Noël et Grégoire sur les problématiques de sous-capitalisation. Les pays introduisent de plus en plus cette notion. Et puis, cette notion était historiquement complétée par une limitation, en général sur des taux d'intérêt fixés par rapport à ceux de la Banque centrale, lorsque ces intérêts sont servis aux associés. Au-delà de ces dispositions qui sont limitatives, qui sont dans les relations entre une filiale et puis sa chaîne de détention, on va avoir plus largement des dispositions qui visent à lutter contre les opérations qui sont faites avec des sociétés liées si jamais elles sont considérées comme abusives par le législateur. Donc là, on va encore trouver des dispositifs de limitation des intérêts ou d'interdiction totale à partir du moment où ces intérêts sont versés à des sociétés liées, donc des sociétés qui sont du même groupe que l'entité payeuse, celle qui a comptabilisé l'engagement, en tout cas, la charge, à partir du moment où ces intérêts ont vocation à être payés dans un État ou territoire non coopératif. On retrouve la notion que l'on trouve classiquement en droit européen et la logique OCDE sur cette notion, que ces pays où la fiscalité est faible, où elle est soit inférieure à la moitié de celle du pays qui est en relation avec eux ou qui est totalement nulle, dans ce cadre-là, on va avoir une limitation ou une interdiction totale de la possibilité de déduire les charges d'intérêt. On a certains pays qui ont introduit ces dispositions de manière plus générale, au-delà des circuits de financement. Et là encore, le Gabon a notamment introduit une présomption, qui est une présomption simple de transfert indu de bénéfices, mais qui considère que, à partir du moment où une entreprise gabonaise comptabilise une charge même de prestation de service, ou qui est attrait à la propriété intellectuelle, si la contrepartie
si l'autre société de cette opération se situe dans un État ou territoire non coopératif, eh bien, par principe, la charge ne peut pas être déduite, sauf à ce que l'entité gabonaise soit en mesure de prouver que eh bien, le montant n'est pas exagéré et que cela correspond à une opération réelle. Donc là, on a une présomption qui est simple, mais on a tout de même une présomption de transfert indu de bénéfices à partir du moment où on entre en relation avec une société qui est dans un territoire non coopératif. Alors là, le point qu'on a fait jusqu'ici, ça porte principalement sur l'activité courante des entreprises opérationnelles dans les pays africains. On a aussi un certain nombre de dispositions qui se sont développées pour lutter contre des opérations ponctuelles qui peuvent être considérées comme abusives, et notamment les réorganisations des groupes au-dessus des sociétés opérationnelles dans les juridictions africaines. Donc, ce que le législateur a constaté, c'est que classiquement, eh bien, quand il y avait des opérations soit de réorganisation d'un groupe, soit de vente à une tierce partie, eh bien, c'était rarement les titres au niveau des sociétés opérationnelles qui étaient cédés, mais c'était plus haut dans la chaîne de détention, souvent au niveau d'une holding, que les opérations se faisaient. Alors, ça pouvait avoir un intérêt qui était opérationnel parce que ça simplifiait véritablement l'opération. Quand il y a plusieurs filiales, eh bien, on peut céder les titres au niveau de la holding. Ça permet en une seule opération de faire l'ensemble de la cession. Mais parfois, on avait les titres des sociétés opérationnelles des pays africains qui étaient détenus par une chaîne de holding qui ne détenait que les titres dans ces entités. Et pour autant, eh bien, certains groupes pouvaient se servir de la faculté de céder les titres à un certain niveau pour que la plus-value correspondante et les éventuels droits d'enregistrement eh bien, soient plutôt déclarés dans un pays où la fiscalité était plus faible que dans les juridictions où se trouvent les sociétés opérationnelles qui réalisent l'activité et d'où survient la valeur économique. Alors, pour lutter contre ce type de pratique, eh bien, le législateur a pu introduire dans certaines juridictions des dispositions voulant que, à partir du moment où la société dont les titres sont cédés, eh bien, cette société a un actif directement ou indirectement qui est essentiellement constitué d'activités, d'actifs tangibles, de titres dans les sociétés d'un certain pays, eh bien, que ce pays obtient le droit de réaliser l'imposition de la plus-value éventuelle et de collecter les droits d'enregistrement sur l'opération, quand bien même ce ne sont pas directement les titres de l'entité du pays qui sont cédés. Donc, c'est une manière de rattacher, sous réserve des conventions fiscales, un certain nombre d'opérations et un certain nombre de profits qui sont réalisés dans le cadre de ces opérations dans les pays où se trouvent les sociétés opérationnelles, quand bien même la cession a lieu dans une logique plus générale au niveau des holdings. Et donc, là aussi, on a vu une évolution des mécanismes, parce que là, on est sur la théorie, mais derrière aussi, il y a la nécessité pour le pays d'être en mesure d'appréhender eh bien, la matière taxable correspondante et l'imposition qu'on évoquait, droit d'enregistrement, plus-value. Donc, au fil du temps, eh bien, le mécanisme a évolué. Il a d'abord conduit à ce que la société opérationnelle dans les pays soit amenée à déclarer l'existence de l'opération. Et puis, petit à petit, le mécanisme étant toujours difficile à faire fonctionner dans ce cadre-là parce que, en pratique, l'opération se faisait à l'étranger et donc ne permettait pas forcément d'avoir facilement les moyens d'obtenir le paiement de l'impôt, eh bien, le législateur a, dans certaines juridictions, fait évoluer le mécanisme pour qu'il soit maintenant à la charge de la société cible, la société opérationnelle dans le pays, celle qui déclenche l'imposition, et bien que ce soit à elle de réaliser la collecte des impôts correspondants auprès des sociétés cédantes et cessionnaires, et puis de transférer cet impôt au trésor public du pays dont elle relève. Voilà. Donc le mécanisme a aussi évolué progressivement d'une obligation déclarative vers une obligation beaucoup plus active de paiement des impôts pour rendre ces dispositions efficientes. Thomas, oui, on comprend bien l'évolution de ces pratiques anti-abus qui ont conduit en définitive également à un renforcement documentaire sur l'ensemble des obligations de façon à ce que les administrations fiscales locales, en définitive, puissent non seulement connaître, mais également comprendre les opérations et les situations qui sont susceptibles de constituer des pratiques abusives. Merci beaucoup, Thomas, c'est très clair. Je me tourne vers toi, Badara. Badara, à côté de ces réglementations des prix de transfert et donc des pratiques anti-abus, il y a également tout le dispositif des MLI en Afrique et des établissements stables. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur la situation, notamment des pays qui ont rejoint le MLI et quid des ratifications également? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Yves. En fait, déjà revenir un peu sur ce mécanisme de l'instrument multilatéral. De quoi s'agit-il en fait? Ce qu'on appelle communément l'instrument multilatéral ou IM, également MLI en anglais. C'est en fait une convention multilatérale qui aide à assurer la mise en œuvre rapide des mesures
résultant des travaux du BEPS. En réalité, les initiateurs se sont dit qu'il faut peut-être travailler sur un mécanisme global qui permet à chaque État qui rejoint le cadre inclusif d'avoir un moyen d'activer dans son territoire très rapidement les recommandations du BEPS. Donc, son objectif principal de ce MLI, c'est déjà directement de modifier le réseau des conventions fiscales des pays signataires afin de pouvoir y inscrire certaines recommandations issues du BEPS. Donc, essentiellement, c'est ces 4 domaines que ce MLI vise. Le premier, c'est d'empêcher l'utilisation abusive des conventions fiscales, ce qu'on appelle communément le traité shopping, qui permet à des grands groupes d'utiliser les pays où il y a un réseau de conventions fiscales denses pour y loger des investissements sans substance et aller investir dans d'autres pays avec lesquels il y a des conventions. Donc, cette utilisation de réseau de conventions sans aucune substance derrière est également un des objectifs qu'on vise à éviter. Le deuxième objectif de ce MLI-là, c'est d'améliorer les règlements différents entre États, les différents fiscaux, en donnant des mécanismes d'interprétation qui facilitent une lecture uniforme des dispositions des conventions fiscales internationales. Et le troisième objectif de ce MLI, c'est de prévenir, et ça c'est notre sujet, l'évitement artificiel du statut d'établissement stable par des mécanismes, on va dire des subterfuges que les grands groupes utilisent pour éviter de qualifier leur opération d'établissement stable dans un pays donné. Et enfin, c'est le dernier objectif de ce MLI, neutraliser les effets des dispositifs des montages hybrides, des montages hybrides qui, par le jeu des qualifications par les États, des qualifications différentes d'une même opération, permettent d'éviter un impôt dans tous les pays où ils opèrent. Donc, du coup, on assiste à des situations de double non-imposition. Donc, le MLI vise à éviter ces situations de double non-imposition. Comment il marche ce mécanisme? Tous les États qui signent ce MLI donc, doivent aujourd'hui le recevoir dans leur dispositif interne. Cela veut dire qu'ils doivent le ratifier. Et après ratification, les États concernés doivent notifier à l'OCDE, justement, la liste des conventions fiscales qu'ils ont l'intention de modifier. Alors, ça suppose une autre condition qui ne dépend pas forcément que de la volonté de l'État notifiant, mais également de l'autre État. Il faudrait que tous les États, enfin, que 2 États qui ont signé une convention soient tous les 2 membres de cette convention multilatérale et que tous les 2 aient visé la même convention avec l'intention de la modifier. Donc, ça, quand même, ça requiert un certain formalisme. Une fois que les 2 États ont signé le MLI, qu'ils l'ont ratifié, ils doivent notifier à l'organisation la liste des conventions qu'ils ont l'intention de modifier. Et donc, là, le MLI devient immédiatement applicable. En tout cas, dans ces dispositions conventionnelles, devient immédiatement applicable à la place des dispositions contraires qui sont dans les conventions fiscales concernées. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir de cet instrument, c'est que c'est un instrument global qui permet aux États signataires de pouvoir initier une procédure de modification de leur réseau de conventions fiscales afin d'y inclure les recommandations du BEPS en matière d'évitement de la notion d'établissement stable et en matière aussi d'utilisation abusive des conventions fiscales internationales. En gros, voilà un peu ce que recouvre cette notion d'instrument multilatéral. Maintenant, d'un point de vue pratique en Afrique, nous avons plus de 25 pays qui ont rejoint le cadre inclusif, dont une douzaine qui ont réellement signé la convention internationale, le MLI, une douzaine dans nos zones, le Gabon, le Maroc, le Sénégal, Tunisie, l'Afrique du Sud, etc. Tous ces pays ont signé le MLI, mais en fait, pratiquement, il n'y a que 2 ou 3 pays qui ont ratifié. Donc, d'un point de vue purement opérationnel, c'est le Burkina Faso, je pense l'île Maurice et l'Égypte qui ont réellement ratifié ce MLI et qui donc, sont dans une posture, on va dire aujourd'hui, normative de pouvoir implémenter les recommandations issues donc de ce MLI-là. Donc, pour le moment, on a 3 ratifications dans notre zone sur les 12 qui ont signé cette convention multinationale-là. En gros, voilà le cadre dans lequel intervient ce MLI. Merci Badara. Concrètement, donc là, si on répertorie Burkina, Maurice et l'Égypte, c'est pas énorme. Au-delà de ces ratifications, donc qui prennent du temps, je comprends que c'est pas quelque chose c'est pas une opération qui se fait du jour au lendemain, mais au-delà des ratifications, est-ce que tu notes, toi, sur le terrain, des réactions ou des pratiques des administrations fiscales locales qui prennent en compte cette évolution de la notion, par exemple, d'établissement stable, tel que préconisé par l'OCDE? Absolument, tout à fait. Alors déjà à titre purement d'anecdote, le Sénégal, par exemple, a rejoint ce cadre inclusif et a signé la convention, mais il n'a pas encore mis les instruments de ratification. Et pourtant, dès sa signature, dès le lendemain, le Sénégal a initié
une procédure pour réviser la convention fiscale qui est liée à l'île Maurice. Mais comme ça devenait lent, ils ont anticipé, ils ont dénoncé la convention fiscale. Ça veut dire que ce cadre inclusif-là a créé une certaine ambiance, une dynamique où les États, même sans ratifier les MLI, entreprennent des actions aujourd'hui en vue de limiter l'usage, l'utilisation abusive des conventions ou bien les stratégies artificielles d'évitement de la notion d'établissement stable. Alors, le MLI a introduit, on va dire, une série de mesures pour limiter les artifices permettant d'éviter l'établissement stable. La première limite qu'ils ont introduite, ils ont redéfini tout ce qui est agent indépendant et agent dépendant. Voilà. On le sait depuis toujours, les grands groupes utilisent la notion d'agent indépendant dans un pays donné pour y intervenir par le canal de cet agent indépendant et en donc évitant la présence taxable qui est l'établissement stable. Aujourd'hui, le MLA a clarifié en disant que si c'est un agent indépendant qui travaille exclusivement pour ce groupe, eh bien, on va lui dénier le caractère indépendant et considérer que c'est un agent qui est totalement dépendant de ce groupe qui l'utilise à titre exclusif. Ça, c'est une première limitation que le MLA a introduite. Une deuxième limitation que le MLA a introduite, toujours à la notion de commissionnaire. Ils savent que les grands groupes utilisent des agents qu'on appelle commissionnaires dans les pays où ils opèrent. Et ces commissionnaires, donc, vont signer des contrats en leur nom personnel, pas au nom du groupe qui les emploie, en disant simplement qu'ils sont indépendants. Alors aujourd'hui, le fait que le commissionnaire signe en son nom sans mettre le nom de l'entité qu'il utilise sur le plan international ne veut pas dire forcément que l'entité internationale ne se qualifie pas d'établissement stable. Donc, ils ont mis cette sorte de restrictions. Et également, une troisième restriction que le MLA a introduite, c'est de dire simplement qu'aujourd'hui, toutes les stratégies pour qualifier une activité taxable d'activité auxiliaire, on le sait, dans les conventions, on évite l'établissement stable lorsqu'on opère dans les activités qu'on appelle auxiliaires ou subsidiaires, hein, qui ne sont pas l'activité principale du groupe. Donc, pour éviter que les groupes ne fractionnent leurs activités, qui sont en tout cohérents, mais on les fractionne en plusieurs types d'activités et on revendique que l'activité opérée sur le territoire africain n'est qu'une activité subsidiaire, eh bien, le CDE donne des recommandations qui visent à regrouper l'ensemble de ces activités. Et si ces activités mises ensemble constituent un tout cohérent et indivisible, eh bien, on peut qualifier d'établissement stable. Et donc, ces recommandations ont poussé en pratique certaines administrations, Yves, à avoir des réactions, même sans entrer dans le cadre inclusif, et à requalifier certaines opérations en dehors de toute légalité internationale. Hein. Donc, juste sur la base d'une certaine tendance aujourd'hui à contester les mécanismes d'évitement de l'établissement stable. Dans le domaine de la grande distribution, par exemple, j'ai vu des cas aussi bien au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire où l'établissement international utilisait un bureau de coordination sur place en disant que ce bureau de coordination ne fait que des activités auxiliaires de marketing et de représentation publique. Eh bien, les administrations fiscales aujourd'hui contestent ces mécanismes en disant que l'activité auxiliaire du bureau de coordination sur le territoire ivoirien ou sénégalais, cette activité n'est pas auxiliaire parce que de toute façon, elle est indétachable de l'activité de vente qui est opérée par le groupe à l'international. Donc, on remet en cause certaines pratiques qui se faisaient et qui aujourd'hui n'ont plus voix au chapitre parce que simplement, en raison de l'ambiance générale instaurée par cette initiative BEPS qui donne des outils de contrôle beaucoup plus rigoureux, du coup, les administrations fiscales, même qui ne sont pas membres du cadre inclusif ou qui n'ont pas encore ratifié les MLI, aujourd'hui prennent le risque d'innover en traquant avec beaucoup plus de vigueur et de rigueur certains groupes qui se cachent derrière une activité subsidiaire sur le territoire pour réellement procéder à des activités commerciales de vente et des signatures de contrats. Donc oui, pour répondre à ta question, Yves, d'un point de vue pratique, il faudrait juste considérer que le fait de ne pas avoir ratifié le MLI ou de ne l'avoir pas encore implémenté dans son pays ne signifie pas que les administrations n'ont pas le réflexe de standardiser leurs attitudes. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire dès le lendemain et on est informé de ce qui se passe dans le pays. Et du coup, le Sénégal ou le Mali ou le Burkina ou plus loin le Congo auraient une tendance à eux aussi sortir des canons classiques de contrôle des établissements stables et de considérer que le bureau de coordination établi sur leur territoire n'est pas un vrai bureau de coordination, mais un réel bureau où on peut vendre, signer des contrats et donc tester la qualification d'établissement stable. C'est une tendance générale et si on a un avis à donner, c'est que les grands groupes aujourd'hui, pour chaque nouveau projet, ne doivent plus se référer à la pratique antérieure parce que ce qui marchait jusque-là, aujourd'hui, commence à avoir de sérieuses difficultés pour continuer de marcher sans risque fiscal pour les groupes. D'accord. Merci beaucoup, Badara. Merci beaucoup, c'est très clair. Je m'adresse à tous nos invités. Vous pouvez poser vos questions. Hein. Vous avez sur l'écran
un petit rappel de cette possibilité qui vous est offerte. L'idée, c'est vraiment qu'on est derrière ensuite. Il y a eu beaucoup d'informations jusque-là. Il y en aura encore qui vont être présentées. Si vous avez des points de focus ou si vous avez besoin d'avoir une situation à éclairer, vraiment, n'hésitez pas, posez vos questions. Il y a un petit onglet Q&A qui est fait pour ça. Je vois qu'il y a déjà quelques questions qui ont été renseignées, mais voilà. Monji, je vois que tu mets ta caméra, tu as raison. Alors, en fait, la question que moi, je voulais te poser, c'est, on voit sur l'ensemble de ces évolutions, prix de transfert, pratique anti-abus, MLI, Badara vient de le rappeler, il y a déjà en pratique quand même sur le terrain un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, d'évolution, même si elles ne sont pas formelles et qu'il n'y a pas eu de ratification derrière, par exemple, des MLI. On voit qu'en pratique, les administrations locales puissent déjà de la substance et des réflexes dans les préconisations de l'OCDE. Pourtant, les critiques qui avaient été émises à cet encontre, c'était que ces actions BEPS, n'ont pas suffisamment pris en compte la numérisation de l'économie. Donc, les pratiques qu'on a décrites jusqu'à présent ne sont pas suffisantes. Pourtant, il y a la digital tax, et en Afrique, je voudrais savoir, est-ce que tu peux nous faire un petit focus dessus? Quels sont les pays d'Afrique qui ont adopté cette taxe? Comment elle est appliquée? Voilà, un petit point sur cette digital tax. Effectivement, merci Yves. Donc, l'objectif de cette taxe sur les services numériques, connue sur le nom de taxe GAFA, au départ, c'était de garantir que les bénéfices soient imposés là où la valeur économique est créée. En fait, comme on le sait tous, les géants du numérique proposent plusieurs services à travers Internet et généralement, l'utilisateur final de ces services se trouve dans un pays différent de la société mère ou de la filiale. Ce qui induit, dans la plupart du temps, à ce que les bénéfices ne sont pas imposables là où la valeur est créée. Donc, afin de répondre à cette préoccupation, la France a proposé aux pays membres de l'Union européenne de taxer ces géants numériques à hauteur de 3% du chiffre d'affaires de certaines activités numériques. Bien sûr, cette proposition n'a pas été acceptée et en juillet 2019, la France a adopté sa propre taxe GAFA en attendant un accord international de l'OCDE sur la fiscalité numérique. Chose qui est arrivée par l'accord du 8 octobre 2021 reposant sur deux piliers. Le pilier 1 qui vise à réformer la fiscalité des activités numériques et le pilier 2 qui prévoit l'instauration d'un taux d'imposition effective minimum de 15% pour l'entreprise. Donc, suite à cet accord, la France s'est engagée à supprimer la taxe sur les services numériques à compter de la prise d'effet du pilier 1 en 2023. En ce qui concerne l'Afrique, certains pays africains ont aussi élargi la portée de leur impôt indirect pour couvrir les services numériques. Cette taxe a été créée et introduite par le Kenya, le Sierra Leone, la Tunisie et le Zimbabwe. La même logique a été adoptée par ces pays, à savoir d'imposer les services numériques réalisés par les sociétés non résidentes dans leur pays. À titre d'exemple, le Kenya et le Sierra Leone imposent ces services au taux de 1,5%. Le Zimbabwe, quant à lui, les impose à 5%. Pour les pays d'Afrique francophone, donc, seule la Tunisie a instauré cette taxe à travers la loi de finances 2020 pour imposer les sociétés non résidentes qui réalisent des services numériques en Tunisie. Donc, une redevance de 3% doit être appliquée sur les chiffres d'affaires générés des ventes des applications informatiques et des services réalisés par le réseau Internet. Au-delà de cette imposition, ces sociétés sont aussi amenées à faire des déclarations trimestrielles au titre du chiffre d'affaires réalisé. Et bien sûr, l'application de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décret officiel qui prévoit les modalités et le détail de son application. Ici, nous pouvons constater que ces dispositions présentent deux limites majeures. La première, c'est comment une société non résidente va déposer une déclaration trimestrielle de son chiffre d'affaires, sachant qu'elle n'est pas immatriculée en Tunisie. Et la deuxième, c'est comment cette taxe va être perçue, via quel mécanisme on va pouvoir imposer les sociétés non résidentes non immatriculées en Tunisie. D'autant plus qu'il n'y a pas eu de sanctions qui ont été présentées par cette disposition. Donc, quid du sort du défaut de déclaration et des défaillants. Les réponses à ces deux limites devraient normalement apparaître avec le décret d'application qui n'est pas publié à ce jour, d'autant plus que ni la loi de finances 2021 ni le projet de la loi de finances 2022 n'ont apporté plus de précisions sur les modalités d'application de cette taxe. Ce qu'on peut dire ici,
c'est que vu que cette taxe a été totalement inspirée de la taxe française GAFA, et que cette taxe, à son tour, va être abandonnée au profit de la taxation des piliers 1 et 2, nous présumons aussi que cette tentative d'instaurer une taxe GAFA en Tunisie va subir le même sort et va disparaître avant même d'être appliquée. Donc, je retourne la parole à Yves pour continuer sur le dernier thème et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Mondji. Oui, donc en fait, une digital tax, en définitive, qui est peu appliquée et qui pourrait vraisemblablement céder le pas par rapport avec un nouveau dispositif qui serait donc le BEPS pilier 2. Donc la transition est très bonne. Merci beaucoup, Mondji, pour ça. Donc face à cet ensemble de dispositifs, hein, on l'a vu, qui a pris souche en Afrique, de façon incomplète, mais on l'a vu quand même avec des pratiques et des réglementations qui ont véritablement évolué. Au final, est-ce que le pilier 2 du BEPS va réellement apporter quelque chose de réellement nouveau? Et si oui, concrètement, cela va changer quoi? Donc j'invite Jean Bernardini, qui est l'associé en charge du desk Afrique à Paris, et Jean Zanello, qui est en charge des prix de transfert et dans l'équipe de tâches, à nous éclairer sur donc le pilier 2 BEPS. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Yves. Donc, je dirais que effectivement, on a passé en revue un petit peu le plan d'action BEPS, qui était le plan ambitieux qui a été décliné en plusieurs actions et qui a été assez bien implémenté, en tout cas en Afrique. Alors après, effectivement, la limite de ce plan et qu'il fallait trouver une parade pour effectivement capter un petit peu et imposer le commerce numérique, d'où donc l'introduction de ce cadre inclusif, et notamment du pilier 1 et du pilier 2. Donc, ce que ça change, ce que va changer le pilier 1 et le pilier 2, puisqu'on reviendra un petit peu sur le timing d'introduction de ce pilier 1 et de ce pilier 2. Ce que ça va changer, c'est qu'effectivement, c'est un peu une révolution dans le système international d'imposition, puisque aujourd'hui, les groupes de sociétés sont imposés selon leur. Donc, on distingue l'état de résidence et l'état de source. Donc, dans l'état de résidence, donc on est imposé sur les profits qui sont directement sur les profits et bénéfices qui sont réalisés dans l'état de résidence, avec certaines exceptions comme les règles CFC Rules, qui permettent de capter donc les profits qui sont réalisés dans des pays à fiscalité privilégiée. Et donc ensuite, on a l'état de source, donc qui va taxer donc les revenus passifs type dividendes, intérêts par voie de retenue à source, évidemment également la taxation des établissements stables au niveau de l'état de source. Donc ça, c'est un petit peu je dirais le schéma actuel, et le changement qui est envisagé donc par l'introduction de deux piliers, donc le pilier 1 et le pilier 2. Donc là, aujourd'hui, on va essentiellement se focaliser sur le pilier 2. On va simplement peut-être en quelques mots rappeler un petit peu le pilier 1. Donc le pilier 1, donc c'est la mise en place d'une nouvelle taxation et enfin d'un nouveau droit plutôt à taxation et qui vise plutôt donc à réattribuer donc aux juridictions aux juridictions de marché le surprofit de groupes internationaux. Donc par exemple Amazon, qui est un groupe américain, une fraction de son surprofit sera taxable dans l'endroit où les services Amazon sont utilisés, donc en France, en Europe, en Asie, etc. Donc la limite de ce nouveau droit à taxation qu'on appelle montant A, c'est qu'il concerne des groupes dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 milliards et qu'il y a certains secteurs exclus. Et notamment, ce qui est intéressant pour l'Afrique, c'est que le secteur des industries extractives est exclu en fait de ce pilier 1. Donc, les industries extractives étant taxées au lieu de résidence je dirais au lieu de situation des ressources naturelles, il aurait été effectivement peut-être un peu périlleux
en tout cas pour les États africains, de voir qu'une partie de cette taxation puisse être appréhendée à l'étranger. En revanche, il y a un montant B donc, qui concerne la rémunération, la rémunération des activités de distribution et de marketing, donc, qui concerne toutes les entreprises. Et donc, on va arriver à une rémunération standard qui va être arrêtée dans des zones géographiques. Donc, en Afrique, il y aura peut-être une rémunération qui sera arrêtée en disant que les distributeurs qui sont localisés en Afrique doivent appliquer une marge de 2-3% selon certains pays et certains critères qui restent encore à définir. Donc ça, c'est le pilier 1 donc, qui vise donc, les règles d'assiette. Et on a le pilier 2 donc, qui concerne la mise en place d'un impôt minimum, donc un impôt minimum de 15%, et donc qui vise le taux d'imposition. Ce qu'il faut souligner peut-être, c'est que l'African Tax Administration Forum, donc l'ATAF, et les États africains ont été assez présents, en tout cas, dans les discussions qui ont été initiées sur le pilier 1 et sur le pilier 2. Donc, sur le pilier 1, par exemple, ils ont fait le forcing pour que la base je dirais qu'on élargisse un petit peu la base de sociétés qui sont concernées par le pilier 1, évidemment qu'on puisse exclure les industries extractives, puisque ça concerne, encore une fois, c'est ce que je disais en introduction, ça concerne beaucoup l'Afrique. Donc ça a été un des points qui a été poussé par l'ATAF et les pays africains. Un autre sujet sur le pilier 1, c'est qu'il n'y ait pas de recours systématique en fait, ou obligatoire à la résolution des litiges, parce que c'est quelque chose de très coûteux. Donc ça aurait pu être un vrai sujet pour les finances publiques des États africains. Et sur le pilier 2, donc il y a eu deux choses. La première, c'était plutôt de pousser pour un taux d'impôt minimum beaucoup plus important, 20-25%, parce que l'impôt sur les sociétés dans les États africains est plutôt autour de 25 et 30%. Et par ailleurs, ça c'est ce qu'on verra, de pousser à ce que un peu plus la règle d'imposition par voie de retenue à la source, et non la règle qui est la règle principale, la règle RIR qu'on verra plus tard. Donc ça, c'est en termes en bref, on a certains pays africains, un tiers des pays d'Afrique, mais en tout cas, ce sont certaines économies fortes qui sont signataires de ce pilier 1 et de ce pilier 2. Donc voilà en gros la petite introduction qu'on souhaitait faire sur le sujet du pilier 1 et du pilier 2. Merci beaucoup, Jean. Ça me permet d'enchaîner sur une petite question par rapport à ces règles qui, comme on va le voir dans la présentation, sont très complexes. Comment pourrait-on résumer finalement ces règles du pilier 2 en quelques minutes? Alors, on a essayé comme tu l'as dit, c'est un peu complexe, donc on vous a mis un petit slide à l'écran. Donc il y a donc effectivement les règles dont on parle sont des règles qui permettent de lutter contre la concurrence fiscale entre les États. Donc on a en fait on a deux règles. On a 4 règles en fait. Il y a deux règles principales, qu'on appelle les règles GLOB. Donc la règle de principe, c'est la règle RIR, donc de règle d'inclusion du revenu. Et donc l'idée, c'est que c'est la société mère qui acquitte le différentiel d'impôt entre 15% et l'impôt qui est payé par le pays dans le pays par l'ensemble des filiales. Ensuite, il y a un filet de sécurité qu'on appelle la règle donc RP2I, donc règle relative au paiement insuffisamment imposé, et donc qui permet effectivement qu'il y ait un impôt complémentaire qui soit acquitté par les sociétés du groupe à proportion en fait de leur versement intragroupe, notamment aux entités qui sont faiblement taxées.
et donc il n'est pas donné lieu à l'application de la règle RIR. Donc quand on ne peut pas appliquer la règle RIR, il y a cette deuxième règle, une règle secondaire qui permet en fait l'application d'un impôt complémentaire. Ensuite, on a deux règles complémentaires, donc la règle de substitution qui s'imbrique avec la règle RIR, qui permet donc la taxation du profit des succursales donc au niveau de leur siège. En principe, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est plutôt l'état de source. Donc là, c'est plutôt l'état de résidence. Et une autre règle qui est la règle RAI, donc règle d'assujettissement à l'impôt, et donc qui permet à l'État du payeur de pratiquer une retenue à source sur certains paiements, notamment intérêts et redevances, en faveur de juridictions qui sont faiblement taxées. Donc ça c'est évidemment une règle qui s'applique, je dirais, en dépit des conventions fiscales. Donc ce qu'il faut retenir, voilà, c'est l'application et l'imbrication de ces quatre règles qui permettent, je dirais, la compréhension du mécanisme du pilier 2. Très clair, merci Jean. Et deuxième question par rapport à ces règles, quels sont les groupes concernés finalement sur le pilier 1? On a compris que c'était vraiment un tout petit nombre d'entreprises multinationales, vu le seuil de chiffre d'affaires à 20 milliards. Pour le pilier 2, est-ce que c'est le même seuil? Est-ce que c'est un seuil différent? Qui est concerné par ces mesures? En fait, donc, pour le pilier 2, sont concernés donc, les groupes, donc, ce qui suppose d'avoir au moins deux entreprises et deux entreprises qui ne soient pas dans le même pays, donc avec une résidence fiscale qui soit distincte. Un groupe qui établisse des comptes consolidés. Et ensuite, on a je dirais le critère un petit peu éliminatoire, je dirais, c'est le seuil de chiffre d'affaires, puisque comme pour le CBCR, on a un chiffre d'affaires d'un chiffre d'affaires total consolidé qui doit être supérieur à 750 millions d'euros. Donc ça concerne quand même certains groupes panafricains, et en tout cas ça concernera de toute façon les filiales africaines de groupes internationaux. Ceci étant dit, il y a également la possibilité, la faculté qui est laissée aux États de pouvoir opter pour un seuil inférieur. Et ce que tu as indiqué, effectivement, juste là, dans ton propos introductif, c'est que il y a moins d'exclusion aussi sectorielle. C'est-à-dire que on a vu qu'il y avait pour le pilier 1, les industries extractives ne sont pas concernées, les institutions financières non plus. Là, la seule exception, c'est le secteur du transport maritime international. Donc voilà, en gros, un petit peu le champ le champ d'application. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un petit peu comme le CBCR fiscal, quoi. Une fois qu'on a posé un petit peu le cadre du pilier 2, des règles d'assujettissement, des règles du principe du pilier 2 et de ces règles et des groupes concernés, la question qui se pose, c'est comment est-ce que, parce que le pilier 2 va tourner autour d'une notion qui est le TI, taux effectif d'impôt. Donc, comment est-ce qu'on calcule le TI pilier 2 et quels sont en fait les points clés qu'on doit avoir en tête pour le calcul de ce TI. Donc, Jean, je ne sais pas si tu veux prendre la parole sur ce sujet-là. Bien sûr, merci Jean. Donc, effectivement, comme ça a été rappelé là, dans cette introduction des règles, le pilier 1 s'intéresse à la répartition de l'assiette, créer un nouveau droit à taxer pour les marchés de consommation. Le pilier 2, on parle vraiment du taux. Donc, tous les calculs qu'on va être amené à effectuer, la détermination du taux effectif d'impôt sont bien entendu au centre du dispositif, parce que pour faire très simple, si on applique la règle principale, le pilier 2, ça revient à donner à l'entité siège du groupe le droit de taxer à hauteur du taux minimal de 15% dans tous les pays qui seraient moins taxés. Donc, pour
la toute première étape de ce calcul du TEI, on s'appuie sur les définitions qui ont été proposées par l'OCDE et qui sont en cours encore d'élaboration, mais on va vraiment ce matin présenter les grands principes. Donc, on part de l'impôt sur le résultat dû, selon la définition du pilier 2, et ce montant est divisé par le résultat, toujours déterminé selon les règles spécifiques pilier 2, pour déterminer, on va dire, le taux effectif d'impôt brut pour un pays donné. Alors, quand j'ai dit que les règles étaient spécifiques au pilier 2, ce qu'on entend par là, c'est que le résultat et l'impôt dû pour un pays donné ne correspondent pas ni à une vision consolidée, ni à une vision statutaire. C'est-à-dire qu'il y a des ajustements qui sont à faire par rapport aux données financières disponibles au sein d'un groupe pour déterminer ce taux effectif d'impôt spécifique pilier 2. Alors, ce qu'on peut quand même préciser, c'est que ça s'approche plus d'une vision consolidée que d'une vision statutaire, et on le verra un peu plus tard dans la présentation quand on discutera des moyens qui sont à la disposition des groupes pour essayer d'estimer l'impact du pilier 2. Les indicateurs reportés dans le CBCR, donc dans le reporting pays par pays, sont une bonne première approximation des montants d'impôts et de résultats par juridiction. Donc, une fois qu'on a calculé ce montant brut, comme indiqué sur le slide, la première question qui se pose, c'est est-ce qu'on est au-dessus de 15% ou en dessous des 15%? Et là, dans l'exemple qu'on vous a donné, on voit bien qu'au niveau de la société mère, le TEI brut tel qu'il ressort de l'étape 1 est de 20%. Donc, directement, on sait que cette juridiction, c'est ce pays A, et hors champ du pilier 2, on n'a pas besoin de mener des calculs complémentaires. Alors, peut-être avant de passer sur les différents ajustements, et sans rentrer dans le détail du calcul donc, des impôts couverts et du résultat qui sont utilisés pour le pilier 2, ce qu'on peut préciser sur la partie impôt, c'est que les ajustements, la définition qui était retenue, c'est tout impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus, y compris les bénéfices distribués réalisés par une entité. Donc, c'est une définition vraiment très large des impôts couverts et qui couvre également les retenues à la source supportées sur les revenus provenant de l'étranger. Donc, on intègre vraiment tous ces impôts sur le résultat dans la partie impôts couverts pour ce calcul du TEI brut. Et ensuite, sur la partie résultat, toujours pour ce calcul du taux effectif d'impôt brut, et également un certain nombre d'ajustements qui sont à réaliser à partir d'un point de départ qui est le résultat dans les états financiers consolidés. Par exemple, tout ce qui est retraitement des dividendes et d'autres éléments à partir donc, de ce résultat des états financiers consolidés pour arriver au résultat PLIB. Ensuite, partir de ce TEI brut, on va parler un peu plus spécifiquement des principaux ajustements qui sont à effectuer et qui concernent deux choses. Le premier point, c'est la prise en compte des pertes reportables. Et le deuxième point, c'est la prise en compte de la substance économique qui est appelée carve-out dans les documents précisant les règles pour le pilier 2. Le premier point, c'est la prise en compte des pertes reportables qui permet en fait de modifier le résultat qui est utilisé pour le calcul du TEI et donc d'éviter la situation où on considérerait qu'un groupe paye moins de 15% d'impôt sur ses résultats uniquement parce que sa charge d'impôt a été minorée via la prise en compte de déficit reportable. Donc là, on le voit, c'est vraiment l'exemple qui est développé pour le PIC. On a un résultat et un impôt qui nous amène à calculer un taux effectif d'impôt brut à 10%. Et une fois pris en compte
des pertes reportables de l'entité légale, finalement, le résultat ajusté, il tombe à 500, et donc le taux effectif d'impôt ajusté, lui, est désormais de 20%, et la société C est donc hors champ du pilier 2. Donc ça, c'est vraiment le premier ajustement principal qui est effectué au taux brut. Et le deuxième ajustement qui est effectué, ça, c'est on va dire une évolution qui est arrivée dans les règles pilier 2 pour tenir compte de la substance économique. Et la logique de ce deuxième ajustement, c'est de dire que finalement, si un État décide d'accorder un taux préférentiel à une société, ce taux préférentiel doit rester possible dans la mesure où la société concernée a une substance économique suffisante dans le pays en question. La manière dont est calculé on va dire cet ajustement de substance, c'est en fait de déduire du résultat qui est utilisé pour le calcul du pilier 2 une fraction de la masse salariale et des actifs des sociétés concernées. Donc, c'est pour donner un ordre de grandeur, donc c'est 7,5% des frais de personnel et 7,5% des actifs corporels, et ce qui permet donc de calculer un second ajustement. Et on le voit là dans l'exemple qu'on vous a fourni donc pour le PIB. Si on va au bout de l'exercice, quand on calcule dans la première étape un taux effectif d'impôt brut, on est à 5%. Ensuite, on a un taux ajusté qui tient compte là des pertes reportables, on monte à 8%. Et ensuite, une fois qu'on prend en compte donc, cet ajustement de substance, donc le taux ajusté après carve-out, on monte à 10%. Parce on a réduit finalement le résultat qui est utilisé dans la formule de calcul. Même après prise en compte de tous ces ajustements, donc on se retrouve avec un taux de 10%. Et là, la formule de calcul est assez simple. Finalement, le taux complémentaire, c'est l'écart entre ce taux ajusté après carve-out et le taux minimum d'imposition qui a été fixé à 15%. Donc là, on a un taux complémentaire de 5%, ce qui veut dire que par rapport à notre résultat pilier 2 de 200, on a un impôt complémentaire de 10 qui va être payé au niveau de la société mère. C'est-à-dire, en tout cas, dans l'application de la règle principale. Et comme Jean Bernardini nous l'a expliqué, si jamais cet impôt ne pouvait pas être payé au niveau de la société mère, enfin, n'était pas prélevé au niveau de la société mère parce que la société mère n'a pas adhéré au mécanisme du pilier 2, c'est les sociétés sœurs, via la règle des paiements intragroupes non suffisamment imposés, qui iront chercher cette imposition complémentaire. Et Jean, juste peut-être pour terminer le propos sur le pilier 2, comment est-ce que les groupes peuvent estimer l'impact du pilier 2 ? On va peut-être terminer là-dessus et comme ça, on pourra peut-être répondre aux différentes questions qui ont été posées lors de la session. Donc, peut-être voilà, terminer sur l'estimation en fait, de l'impact du pilier 2 au niveau des groupes d'entreprises. Oui, très bien. Alors, l'estimation de l'impact du pilier 2, et peut-être juste donner un chiffre en introduction, l'OCDE estime que le pilier 2, ça représente une taxation supplémentaire de 150 milliards au niveau mondial. Donc, on parle vraiment de montants conséquents, et la plupart des pays devraient donc être en mesure de récupérer de la base taxable complémentaire pour les entités de siège. La manière de déterminer pour un groupe donné l'impact du pilier 2, comme on l'a dit, c'est vraiment de partir du CBCR, qui est une bonne source d'information à partir du moment où les données disponibles sont, on va dire, en IFRS, en tout cas une vision consolidée, pas une vision statutaire. Donc un CBCR établi à partir des données consolidées est vraiment une bonne base de travail. À partir du CBCR, on peut calculer le taux effectif d'imposition en prenant l'impôt dû et le profit before tax tel qu'il ressort du CBCR.
Et ensuite, les deux ajustements, c'est ceux qu'on vous a présentés dans notre exemple. Les deux ajustements principaux à faire pour arriver à un résultat qui soit raisonnable, c'est la prise en compte des pertes dans les différents états concernés pour ajuster le résultat, et la prise en compte du carve-out, donc de la substance économique. Et une fois qu'on a utilisé ces données CBCR et qu'on a réalisé ces deux ajustements, on a une bonne vision pour un groupe de l'impact du pilier 2. Nous, c'est des choses sur lesquelles on a accompagné un certain nombre de clients. Et on voit bien que même en allant beaucoup plus fin dans les règles d'application, la méthodologie simplifiée qu'on vient de vous présenter permet vraiment d'avoir une bonne estimation de l'impact du pilier 2. Merci beaucoup. Je pense qu'on va commencer à répondre aux questions. Donc peut-être que Yves, tu veux reprendre la main sur les questions qu'on a pu recevoir au fil de l'eau. Oui, merci Jean. Merci Jean Zanello d'ailleurs pour cet exposé sur le pilier 2. C'est effectivement très complet, très complexe. Et donc, je suis sûr qu'il y aura, si pas au cours de cette session-là, des questions concernant ce point-là. J'ai déjà deux questions dans le chat. J'ai une question pour Thomas Muret sur la question qui était liée au renforcement des obligations documentaires. Est-ce qu'il y a en définitive des compliance, des règles formelles qui viennent encadrer ces obligations-là? Voilà, c'est une première question pour Thomas. Thomas, je te laisse la parole. Tu es en mute, Thomas. Il faut que tu te démutes. Merci, excusez-moi. Oui, effectivement, c'est toute la difficulté des dispositions anti-abus, c'est de les rendre effectives, parce que par principe, ce sont des opérations qui ne sont pas affichées en tant que telles. Ce sont des dispositions qui visent à limiter la possibilité d'effectuer certaines opérations aussi à l'étranger. Donc, ce qui est très important pour les juridictions, et on rejoint des points qu'on avait évoqués précédemment avec Grégoire notamment sur les échanges d'informations, c'est de savoir de quelle manière finalement les États peuvent avoir connaissance de ces différentes opérations. Donc, il y a certaines évolutions législatives récentes qu'on va constater. On a notamment maintenant, dans certaines juridictions, l'obligation d'annexer à la déclaration annuelle des résultats un état détaillé de l'actionnariat. Ça rejoint ce qu'on présentait tout à l'heure dans les dispositions anti-abus sur les nouvelles mesures, les nouvelles règles qui permettent d'imposer les cessions indirectes de titres dans les juridictions africaines. Évidemment, ça pose la question de savoir déterminer pour les administrations de quelle manière l'actionnariat, à quel niveau, en tout cas dans quelle situation l'actionnariat est-ce qu'il a évolué. Donc, on a maintenant des obligations dans un certain nombre de juridictions, notamment subsahariennes, d'avoir en annexe de la déclaration annuelle des résultats tout le détail de la chaîne de détention depuis la société opérationnelle dans la juridiction jusqu'à son bénéficiaire ultime. Donc là aussi, on a des dispositions qui se renforcent et qui permettront à l'administration de comparer la situation de l'actionnariat d'un exercice sur l'autre. Et puis, pour rejoindre aussi la problématique des prix de transfert qu'on a largement évoquée aujourd'hui et la question des ETNC, États et territoires non coopératifs, on a là aussi maintenant une obligation documentaire renforcée dans certains pays. Lorsque des transactions contrôlées ont lieu avec ce type de juridiction, les administrations des pays s'attendent à ce que la documentation prix de transfert qui est fournie soit plus approfondie et notamment que l'ensemble des éléments qui servent usuellement à la détermination de l'impôt sur les sociétés soit aussi déclaré dans le pays qu'il contrôle. Donc, ça va amener à devoir produire les états financiers, le bilan, le compte de résultats, les annexes, tous ces éléments-là, potentiellement même la déclaration de revenus à l'étranger faite par la société en question qui est située dans un ETNC. Et donc, ça permet une analyse approfondie de la part de l'administration fiscale du pays de la société opérationnelle pour vérifier de quelle manière, finalement, cette filiale opère avec l'autre entité située dans un ETNC et est-ce que véritablement les situations fiscales de cette dernière société conduisent à un transfert indirect de bénéfices et donc est-ce que dans ce cadre-là les dispositifs anti-abus trouvent à s'appliquer. Merci beaucoup. Merci Thomas, c'est très clair. Alors je rappelle aux participants pour poser des questions, vous avez un petit onglet en bas de l'écran qui s'appelle Q&A et là vous avez la possibilité de formuler vos questions. Donc n'hésitez pas. On est là aussi un peu pour ça. Alors, j'ai une deuxième question pour Noël Faustin.
Noël Faustin, un de nos participants nous pose la question de savoir quelles sont les situations à haut risque auxquelles sont exposés les groupes multinationaux qui opèrent sur les territoires de nos différentes zones d'intervention respectives en matière de prix de transfert. Donc, quelles sont en définitive les opérations qui sont les plus exposées sur ces problématiques-là? Noël, je ne t'entends pas. Allô, tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends. Merci. Donc, je disais que les situations pour lesquelles les entreprises les plus grosses ou les grands groupes sont potentiellement à risque sont les situations où les entreprises locales les filiales locales sont déficitaires. Les administrations fiscales dans nos zones sont devenues rétives à cette situation. Lorsque une entreprise est déficitaire une année, l'année qui suit, elle est déficitaire, les administrations présument que certainement c'est justifié par des transferts artificiels de bénéfices vers l'étranger. Il y a également aussi les management fees. Comme on sait, dans la plupart de nos juridictions, il y a des conventions d'assistance technique qui permettent à des grands groupes de pouvoir transférer certaines rémunérations vers l'étranger. Donc, ces situations-là sont aussi potentiellement à risque. Après, il y a des secteurs. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, le secteur des BTP, parce qu'il y a pas mal de projets PPP, partenariat public-privé, pour lesquels des grands groupes étrangers qui viennent pour 2 ans, 3 ans opérer ici. Donc, aujourd'hui, ce sont ces secteurs-là qui sont vraiment regardés. Il y a aussi le secteur du cacao. Comme vous le savez, le cacao, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. Donc, toutes les entreprises multinationales qui opèrent dans ce secteur-là sont représentées. Je ne vais pas forcément les citer. Et donc, ce qui fait que ces entreprises, malheureusement, commencent à subir des contrôles fiscaux sur les prix de transfert. Et c'est bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de points sur lesquels ces entreprises ne sont pas d'accord avec la position de l'administration et le dossier aujourd'hui au niveau de la primature. Donc voilà, et après, pour terminer, il y a aussi toutes les questions liées aux transactions financières et même aux actifs incorporels. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit la Côte d'Ivoire ou la plupart des pays, la législation on avait parlé de ça lors des échanges sur la sous-capitalisation, et donc les conventions de compte courant qui sont souvent signées sont maintenant regardées avec beaucoup de surveillance de la part des administrations fiscales. Donc, brièvement présenté, voici les situations qui sont potentiellement à risque. Merci Noël. Peut-être une dernière question avant de clôturer cette session, puisqu'on doit terminer à 11h pile. Peut-être une question donc pour Grégoire. Grégoire, on a une question sur la mise en place et la mise en œuvre donc, d'échanges automatiques d'informations. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous répondre sur la pratique, notamment sur la pratique au Maroc? Oui, merci Jean. Oui, c'est un grand sujet actuellement pour le Maroc parce que ça concerne énormément de gens. Il y a beaucoup de Marocains, une diaspora marocaine qui n'est pas présente au Maroc et inversement. Donc, cette problématique d'échange automatique d'informations soulève beaucoup de questions, surtout par rapport à son entrée en vigueur. Le Maroc a adhéré, il y a longtemps, c'est en 2013, à cette convention multilatérale sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, et a intégré dans sa loi de finances en 2019 les dispositions qui devraient permettre l'échange automatique des données fiscales des gens concernés. Pour rappel, cet échange automatique de renseignements relatif aux comptes financiers a pour but de permettre aux administrations fiscales des pays de résidence des contribuables de disposer d'informations sur des cas de fraude fiscale ou sur des manquements déclaratifs. C'est typiquement quelqu'un qui est résident dans un pays et qui a des revenus sur des comptes bancaires dans un autre pays qu'il ne les déclare pas dans son pays de résidence. Aujourd'hui, avec cette possibilité d'échange automatique d'informations, les administrations fiscales seront au courant de ce type de revenus. Maintenant, par rapport à l'entrée en vigueur, typiquement par rapport concernant le Maroc, il y a un projet de loi qui doit être
qui doit retranscrire cet accord qui est toujours en discussion au Maroc au niveau des commissions parlementaires. Donc, même si le Maroc s'était engagé à démarrer cet échange automatique d'informations à l'horizon septembre 2022, vu le chantier législatif qui reste à mettre en œuvre, on pense que ce délai sera sûrement retardé et qu'on est plus à l'horizon 2023 au mieux. Mais bon, ça finira par être mis en place. En Tunisie, il n'y a même pas eu d'engagement par rapport à une date. La Tunisie s'est engagée à le faire, mais aujourd'hui, il n'y a pas de date précise. Donc, c'est un chantier qui est en route, mais sur un plan opérationnel, c'est pas encore lancé. Merci beaucoup, Grégoire. Il ne me reste plus qu'à clôturer donc, ce premier webinaire du Tax Campus Afrique en version donc, digitalisée. Vous remerciez tous les participants, remerciez évidemment nos intervenants de Deloitte. Je vous rappelle juste avant de clôturer cette session que le prochain rendez-vous, donc c'est le jeudi 9 décembre, avec le thème de digitalisation de l'Afrique, enjeux juridiques et fiscaux. Donc, on aura des interventions pas uniquement sur la partie fiscale, mais également sur la partie donc réglementaire, juridique, mais aussi cybersécurité et protection des données. Et le dernier rendez-vous de notre série, donc qui se tiendra le mardi 14 décembre, et qui aura pour thème donc la mise en place de l'ASLECA et donc un point de situation sur la zone de libre-échange et sur les enjeux qui y sont associés. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et on vous dit tous à très bientôt. Merci beaucoup.